Alors, bonsoir à tous et j'espère que vous allez très très bien, magnifiquement bien, surtout en ce jour de rentrée. Alors, rentrée pour certains parce que je sais que pour la majorité, c'est demain la rentrée des classes. Alors, du coup, nous sommes aujourd'hui le 31 août, dernier jour du mois d'août et aussi dernier jour de préparation des bases nécessaires, et je vais me répéter, à la préparation des certifications. Et c'est le cours de Python qui meuble effectivement cette dernière phase de préparation aux certifications. Comme je vous l'ai déjà dit, le but, la raison pour laquelle je vous ai fait travailler sur Python, c'est parce que je voulais que vous appreniez à scripter avec un langage de programmation très utilisé, notamment Python. Et j'ai donc souhaité, lors de cette dernière séance, vous expliquer un certain nombre de mécanismes qui vont vous permettre, en réalité, d'effectuer des tâches que vous ne soupçonniez même pas. Alors, on va déjà se mettre en situation. Donc, vous avez éventuellement une VM dans le cloud, un serveur dans le cloud, et vous êtes là. Voilà, vous avez votre PC, et votre chef, il n'est pas content. On va lui mettre une casquette. Voilà. Il n'est pas content parce qu'il dit que le logiciel de backup coûte trop cher. Le logiciel qui permet de mettre en place les backups revient effectivement cher à payer annuellement. Il voudrait que vous proposiez une solution pour backuper vos VM qui sont dans le cloud. Quelle solution allez-vous lui proposer si nous sommes sur AWS pour que votre chef retrouve le sourire? Que lui proposeriez-vous? Et là, on parle bien des backups qui peuvent être applicatifs et les backups qui peuvent aussi être système. Voilà. Que proposeriez-vous à votre chef pour qu'il retrouve le sourire? Mhm. Mais dans quel but? Mais dans quel but? Pourquoi Python? Parce que moi, je peux bien le faire sans Python. Pourquoi utiliser Python? Alors, là, effectivement, le but, c'est que nous construisions la solution finale. Je ne sais pas si on se comprend. Le but, c'est qu'on construise la solution finale. Mais il y a plusieurs façons de le faire. On est bien d'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait pour backuper une machine sur AWS? Pour ceux qui ont déjà un peu d'avance sur le cours AWS. Voilà, ok. Donc, backuper, oui, mais EBS n'est pas complet, Samy. Qu'est-ce qu'on fait de cette EBS-là? Bien évidemment, ce n'est pas une solution la plus optimale de backup, mais c'est déjà un premier niveau. Donc, on sait que la VM tourne sur un disque, donc un EBS. Cet EBS-là, on va effectivement en faire un snapshot. Et le snapshot, on va le mettre où? Très bien. Merci, Samy. Dans le S3. OK. Alors, maintenant, au niveau de l'application, pour backuper, on se dit, c'est une application web où on veut simplement archiver le code source. Je répète, on veut tout simplement archiver et pousser le code source. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre quoi en place? Parce qu'il faudrait, disons que c'est même, vous pouvez le faire en bash. Qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? Imaginons que je vous donne même le script bash. Imaginons, je vous donne le script bash qui permet de backuper l'application et pousser ensuite sur le S3, donc cette archive-là. Donc ça veut dire que ça va récupérer l'appli, ça va archiver, ça va pousser là. Mais dites-moi, où est-ce que vous allez installer ce script? Où est-ce que vous allez déployer ce script-là? C'est bien ça ma question. Où est-ce que vous allez déployer ce script? Où est-ce qu'il sera en fait, ce script? Il sera sur quoi? Sur un serveur, très bien.
Dans une lambda, possiblement. Mais pourquoi? Pourquoi la lambda? Pourquoi? Donc, c'est un proposé, le serveur. On va déjà partir sur la première proposition, un serveur. Donc, ça veut dire que j'aurai un serveur ici qui effectivement aura le script SH ici, peut-être dans le répertoire /opt. Et comment est-ce que je vais gérer la planification de l'exécution de mes backups? Dites-moi. Méthode simple. Voilà, par exemple, une méthode simple serait d'utiliser effectivement la notion de cron tab. Notion de cron tab. OK. Alors, le problème avec cette méthode qui est assez généralisée, c'est quoi? Dites-moi l'inconvénient de cette méthode-ci. En tout cas, au niveau de l'utilisation d'un serveur. D'après vous, quel est l'inconvénient? Si le serveur tombe, imaginons même qu'il ne tombe pas. Mais effectivement, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, je note ça. Si le serveur down, donc je vais noter parce que c'est important. 1, je vais mettre down, si le serveur down. Autre chose que vous devez très vite voir. Inconvénient d'avoir un serveur. Là, pas le nombre forcément, hein, mais que ce soit un serveur qui va porter ce script-là. Il y a un petit truc que j'attends. Problème de performance sur ces serveurs pour le backup de grandes quantités de données. Alors, dans un certain sens, oui. Mais ce qui m'intéresse le plus, dans le cloud, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Dans le cloud. Pourquoi est-ce qu'on va vers le cloud? Voilà. C'est les dollars. Donc, quel est donc l'inconvénient lié à l'utilisation de cette méthode-là? Ce serait quoi l'inconvénient? Mais pourquoi est-ce que ça coûte cher? Pourquoi est-ce que ça coûte cher? En réalité, il exécute une opération de production. Donc, c'est bien. Il faut qu'il soit quelque part. Mais pourquoi est-ce que ça nous revient cher? Il y a trop de processus. Mais pourquoi? Il n'y a qu'un seul processus en réalité qui est l'exécution donc quand le cron est bon. Donc, Moussadia, je ne pense pas que ce soit ça. Il ne fait qu'exécuter le script. C'est tout. On est d'accord, Moussadia? Il ne fait qu'exécuter le script. Donc, en réalité, il n'a pas beaucoup de processus. C'est une machine comme une autre. La ressource est toujours up. Effectivement, la VM est toujours up. Donc, on a un problème de coût, effectivement, qui fait en sorte qu'on a une VM qu'on sous-exploite. Parce qu'en réalité, l'exécution d'un script bash ne nécessite même pas 256 mégas de RAM et on l'utilise juste pour faire les backups qui ne durent même pas peut-être 3 minutes parce que c'est l'archivage d'un répertoire et son déploiement ou alors sa copie sur un S3. Est-ce que vous voyez donc le problème? Du coup, on va payer cher pour quelque chose qui s'exécute une seule fois, qui s'évoque une seule fois, qui s'appelle une seule fois. Vous voyez la problématique? C'est que là, on perd en efficience. Si c'était une application. Alors, je répète ce que je disais donc, William Bridge. Le problème est le suivant. Si on dit par exemple que le backup est fait chaque soir à 23 heures, qu'est-ce que le serveur fait quand il ne fait pas les backups? D'après toi, William Bridge, qu'est-ce que le serveur fait lorsqu'il ne fait pas le backup? Il n'attend que 23 heures pour se lancer. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Et du coup, qui va donc le payer pour qu'il fasse cela? En espérant que tu cernes plus de la problématique. Mais si le backup est installé sur un serveur qui est déjà en service, je ne vois pas en quoi le cron tape. Oui, on est d'accord. Mais sauf que c'est un serveur qui est là uniquement pour faire les backups. Les équipes opérationnelles et de production n'accepteront pas que vous polluiez leur machine applicative avec vos backups. Est-ce qu'on se comprend, William Bridge? Quand vous êtes
Dans une DSI, on ne va pas accepter que tu viennes installer tes choses sur les serveurs applicatifs si les choses ne marchent pas. Et surtout, tu ne vas pas mettre l'outil de sauvegarde sur un serveur applicatif parce que si le serveur applicatif tombe, du coup, on n'a plus les backups, c'est terminé. Est-ce que tu vois la problématique? C'est pour ça qu'il faut l'externaliser. Alors, maintenant, certains disent souvent qu'on peut arrêter le serveur et le démarrer quand on souhaite. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Certains disent souvent on peut arrêter le serveur et le démarrer quand on veut. Quelle est la principale problématique lorsqu'on utilise cette approche-là? On peut dire que oui, il peut économiser l'argent, on éteint et on relance. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle peut être la problématique pour l'éteint, on relance Oui, que pouvait, si on oublie d'allumer ou éteindre, voilà. Donc, forcément, si à un moment donné, le script qui est là pour éteindre et rallumer ne fonctionne pas, ça nous coupe de l'argent. Voilà. Si ce n'est pas automatisé, oui. Quoi d'autre? C'est lourd parce qu'effectivement, il faut arrêter la machine, s'assurer qu'elle est bien éteinte et au moment de la rallumer, ça peut prendre du temps. Donc, ça veut dire qu'il y a éventuellement du temps qu'il faudra consacrer à l'arrêt et au démarrage de cette VM-là. Ça devient lourd. Alors, on a à un moment donné pensé à une solution qui permet de lancer des choses assez rapidement. Et nous l'avons déjà vu. C'est quoi? Rappelez-vous bien, au lieu d'avoir une VM, on peut avoir quoi qui va lancer du coup une opération? Pas encore cela, Luciane, pas encore cela. On a vu dans le cas de l'information. Alors, on va dire que c'est dans la continuité des machines virtuelles. Donc, peut-être vous l'avez tellement utilisé que vous ne voulez plus en parler. Mhm. Donc, oui. Donc, merci Moussadia et merci aussi Samy. Donc, dans un premier temps, on va dire qu'on a vu des conteneurs. Ça veut dire qu'il y a effectivement un conteneur qui peut se lancer en utilisant éventuellement le service ECS. Ouais, au lieu d'avoir une VM, on peut utiliser le service ECS d'Amazon qui va lancer du coup un conteneur qui va du coup porter le script. C'est aussi bien, c'est aussi bien, c'est aussi bien. Mais sauf que, est-ce qu'il va vraiment correspondre à ce que nous on veut? Parce que n'oubliez pas qu'un conteneur consomme aussi des ressources. Et sauf qu'il va être exécuté ad vitam aeternam. Ou alors il faudra mettre en place un mécanisme qui va l'éteindre et le démarrer. On est bien d'accord? Ça veut dire que vous allez devoir écrire éventuellement un script qui va simplement lancer votre conteneur et lancer le script du coup et l'arrêter. Alors, toutes ces problématiques ont trouvé pour solution l'Amazon Lambda. Donc, on s'est dit, au lieu de gaspiller du compute, c'est-à-dire du serveur, d'où le terme serverless que vous allez retrouver dans la littérature, serverless, c'est on utilise le minimum de calcul possible. Donc, les lambda représentent des fonctions qui vont être exécutées à un moment donné, suite effectivement à la réception d'événements, notamment les triggers. Vous devez bien comprendre cela. C'est pour ça que je vous ai amené petit à petit à la compréhension de pourquoi est-ce qu'il faut avoir de petites unités qui sont juste là pour exécuter des opérations particulières et disparaître par la suite. On l'appelle, il s'exécute, on repart. Donc en réalité, la lambda va se baser sur les conteneurs qui est l'élément minimal que l'on peut gérer en mode multi-environnement. Je répète, les lambda vont se baser sur les conteneurs parce que c'est l'élément minimum par rapport à une machine virtuelle, hein, c'est plus petit. Donc, l'élément minimum qui permet de gérer plusieurs environnements. Parce que vous avez décidé de faire du bash. Imaginez que vous avez un développeur qui lui veut faire ses backups en Java.
un autre qui veut faire ses backups en plusieurs langages, etc. Ça veut dire que c'est les conteneurs qui peuvent le mieux gérer cela. On doit déployer une VM, on installe ensuite Java et tout, ça devient un peu pénible. Ou alors, on fait des templates de machines avec déjà Java, le temps juste que ça se lance. Ben, du coup, ça prendrait déjà un certain temps. Du coup, on donc pensé donc à ces lambda-là qui permettent de faire du serverless. Et beaucoup de développeurs vont donc impliquer ces lambda dans leur processus pour ne pas consommer de la ressource calcul pour rien, de la ressource compute pour rien. On est bien d'accord? Est-ce qu'on comprend le principe? Est-ce qu'on comprend la problématique? Ok. Je t'écoute, William Bridge, si tu as une question. Alors, je vais déjà effacer le tableau. On est bon. Voilà. AWS. Donc, on aura effectivement une lambda. Une lambda qui sera capable, du coup, de backuper notre machine et de l'envoyer sur le S3. Alors, ma question est maintenant la suivante. Comment est-ce que la lambda fera pour pouvoir écrire dans le S3? Question importante, question pertinente. Comment est-ce que le lambda, parce que c'est un script que nous on va donner, ok, on va lui donner un script à exécuter, mais comment est-ce qu'il saura qu'il a le droit, du coup, d'écrire dans le S3? IAM, ok, mais plus encore, IAM. Alors, concernant ta question, William Brie, de savoir où est hébergé le script lambda, vous allez voir. C'est hébergé dans la lambda. C'est hébergé, en fait, dans... tu veux savoir où le script même sera placé. En fait, je pense que Amazon le stocke dans un de leur S3. Hein. Et du coup, ce n'est que quand on l'appelle, du coup, qu'il recopie le code dans le conteneur. Donc, pour répondre à ta question. Maintenant, quand on parle d'IAM, oui, mais plus encore, plus encore. IAM Policy. Oui, mais si Lambda, c'est un programme qu'il doit effectivement avoir accès au S3. Rôle, ça commence à venir. Donc, vous avez dit Policy, rôle. Mais la Lambda aura donc besoin de quoi? La Lambda aura besoin de quel mécanisme pour pouvoir s'authentifier? Les credentials. Quelles sont donc les techniques de credentials qu'on pourra utiliser sur cet outil programmatique? Très bien, merci Tierno. On pourra utiliser effectivement les access et secret key. Quoi d'autre? Effectivement, Samy, les access et secret key. Quoi d'autre? C'est sûr que Samy va trouver ça forcément. Private key, bien tenté, mais non. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. On a vu un autre mécanisme qui permet effectivement à des composants AWS de pouvoir discuter avec d'autres composants. Très bien. Deuxième solution, exactement, Tierno, l'instance rôle. La deuxième méthode. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, comment on travaille sur Educate? Forcément, qu'est-ce qu'on va utiliser comme solution d'authentification? Voilà. Forcément, parce qu'on n'a pas accès. Effectivement, instance rôle ou assure. Alors, attention. Instance rôle permet effectivement de mettre des rôles, d'assigner en fait des rôles à une instance, par exemple. Maintenant, le assume rôle, c'est le mécanisme qui va permettre à cette instance-là d'assumer le rôle que vous avez mis. Donc, dans le jargon, on va parler des deux. Assume rôle est plus générique. On est d'accord, Lysiane? Assume rôle parce que c'est le mécanisme que tout composant AWS va appliquer pour endosser un rôle que vous lui aurez assigné. Mais maintenant, c'est vrai que instance rôle est extrêmement lié à l'instance, à la VM. Donc, c'est en fait l'assumage du rôle par une instance que l'on va appeler du coup un instance rôle. Donc, le rôle concerné. Mais dans le jargon le plus généraliste possible, on dira que c'est du assume rôle. Mais voilà, vu que c'est pour l'instant instance rôle qu'on a vu, c'est pour ça que j'ai accepté cette réponse-là. Très bien. Donc, du coup,
Vu qu'on a compris les mécanismes, on va donc se rendre sur notre infrastructure AWS et on va aller au niveau de l'IAM parce qu'on a dit qu'il faudrait donner des droits. Nous, on fait une petite fonction lambda parce que je ne veux pas vous embêter avec on va dire, des notions qui ne sont pas forcément indispensables pour l'instant. C'est juste pour vous donner une vue d'ensemble du mécanisme. Donc, je vais aller créer un rôle. Un rôle qui va me permettre de lister simplement mes instances. Donc, créer un rôle. Alors, ici, on va choisir quoi? Ici, on va choisir quoi? D'après vous, on va choisir quoi? Oui, Lysiane. J'attends. Attention, attention. On nous demande quelle est l'entité pour qui on crée le rôle. Qui va porter le rôle? La dernière fois, c'était EC2 quand je vous ai montré la partie Terraform. Mais maintenant, c'est Lambda, du coup, comme Samy l'a dit. Et ensuite, on va donner les permissions. Au niveau des permissions, on va dire que la Lambda qui portera ce rôle aura tous les droits sur EC2. Full access, EC2. Ensuite, le tag, bon, on ne met pas pour l'instant. Review, on va mettre lambda, EC2, full access. Voilà. On crée le rôle. Très bien. Notre rôle, il est caché là. Voilà. Ensuite, je vais aller créer ma lambda. Donc, je vais chercher le service lambda. Vous pouvez taper ici lambda. Voilà, c'est vous qui voyez. Lambda, vous cliquez dessus. Et donc, lambda va nous permettre, du coup, d'exécuter des actions sur notre infrastructure. Ça peut être des scripts en différents langages, Python, Go, Java. Vraiment, la liste, elle est très, très impressionnante. Maintenant, vu que dans ma lambda, je vais exécuter des commandes pour discuter avec AWS en Python, quelle est la bibliothèque Python qui permet d'échanger avec les API AWS? Parce que j'ai dit que le but ici, c'est d'avoir une lambda qui me liste mes différentes instances. En termes d'exemple, quelle est cette librairie-là? Bon, j'imagine que vous n'avez peut-être pas la réponse. Voilà, peut-être que Samy a été suffisamment malin pour regarder, mais c'est Boto. Donc, Boto, c'est du coup la librairie qui va vous permettre de faire des opérations sur votre infrastructure AWS de plusieurs façons. Mais comme nous ne sommes pas dans un cours de programmation, je ne vais pas trop en parler. Ce n'est pas l'objectif ici. Donc, je vais créer. Ah, tu avais fait avec Ansible et EC2. Ah, ok. Ok, ben, du coup, nickel. Donc, je vais appeler ma fonction liste EC2. Voilà. Je vais lui dire que je vais utiliser du Python 2.7. Et au niveau des permissions, je vais lui dire que je souhaite qu'il utilise un rôle que j'ai déjà fait, qui est lambda EC2 full access. Et je crée la fonction. Alors, avant de cliquer sur créer, vous devez savoir que vous avez plusieurs options. Il y a des gens qui ont déjà proposé, effectivement, plein de fonctions pour discuter avec un S3, pour lancer une opération, je ne sais pas moi, de redémarrage de machine, dès qu'un fichier est uploadé dans un S3. Bref, vous avez la notion de trigger. Donc, en fait, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, il y a le trigger, qui effectivement est l'événement qui va déclencher l'exécution de lambda. Il y a ensuite la partie exécution du code, qui est très important. Donc, vous avez déjà des modèles qui sont disponibles, mais là, nous allons faire le nôtre. Donc, je clique sur créer. Voilà. Lorsque je clique sur créer, ce qui va m'intéresser pour cette démonstration, c'est plus la partie fonction. Alors, pour la partie fonction, vous devez savoir que lorsque vous exécutez une lambda, en fait, il exécute la fonction ci, lambda handler. C'est pour ça qu'on va vous dire qu'en termes de prérequis pour faire une lambda, il faut le trigger et le handler. Le handler, c'est simplement le code qui sera exécuté. Et bien évidemment, ce que vous retournez sera
généralement du JSON. Et ce que vous allez donner éventuellement en entrée de votre lambda, ce sera aussi du JSON. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas que ça devienne un cours de dev. Donc, je vais directement vous donner le code qui est intéressant. Donc, ici, j'importe la librairie Boto et c'est pour ça que je voulais que vous fassiez d'abord le cours sur Python. Ensuite, je définis la fonction du coup lambda handler. Et ensuite, il prend en paramètre l'événement, le contexte. Et par la suite, j'utilise un mécanisme plutôt pas mal. Je dis que je veux me connecter à la console EC2. Donc, je dis que je vais me connecter à la console EC2, mais sauf qu'il faut que, un, je précise donc le service et deux, je donne la région. C'est la même chose qu'avec Terraform. Avec Terraform, il faut également préciser la région, même si vous avez l'instance rôle de configurer. Ensuite, je fais une boucle du coup pour parcourir toutes mes instances. Comment est-ce que je sais que l'objet Boto3 ressource contient la fonction all instance? C'est tout simplement parce que dans la documentation, nous avons fait l'ensemble des attributs et notamment la partie instance. Mais comme je dis, dans la documentation, vous avez tout le nécessaire. Et à chaque fois, du coup, je print simplement each instance.id. Voilà, je fais simplement une boucle pour qui va parcourir l'ensemble de mes instances. Donc, lorsque c'est fait, ensuite, il me dit, mon runtime sera du coup du Python 2.7. La mémoire de la lambda, quand on parle de mémoire, c'est bien la RAM, sera de 128. Et on me dit ensuite que le timeout sera de 3 secondes. 3 secondes pour récupérer les informations, ça va être chaud. Et on me dit également que le handler sera le lambda fonction point lambda handler. Donc, en fait, il va exécuter cette fonction-ci, lambda handler. Bon, les 3 secondes me paraissent assez petites pour exécuter cela. Il faut savoir que vous avez un maximum, je crois, de 5 minutes pour l'exécution de vos lambda. Bien sûr, il faudra regarder l'information en jeu sur Internet. Hein. Mais voilà. Au niveau de la RAM, vous pouvez aussi l'augmenter jusqu'à un certain niveau. C'est à vous de voir. Donc, je save. Vous avez plein d'environnements qui sont disponibles. Vous avez vu, hein, vous avez Node, vous avez... voilà, c'est vous qui vous lâchez. On peut définir le trigger. Les triggers peut être une opération, je ne sais pas moi. Vous avez par exemple un mail qui a été envoyé. Voilà. Il y a plein de choses disponibles. Les développeurs s'amusent bien avec. Lorsque c'est fait, je save. Et dès que je save, je lance du coup un test. Alors, au niveau du test, il va me dire, pour tester, il me faut des valeurs que je vais envoyer en entrée. Donc, le nom en fait de l'événement. Parce que vous pouvez fournir en fait un certain nombre d'informations. Imaginez, vous souhaitez que votre lambda se lance avec un certain nombre de paramètres. Du coup, il faudra envoyer les paramètres de cet événement-là. Donc, moi, je vais mettre ici test. Voilà. Je vais créer. Je peux écrire au format JSON si je veux. Donc, j'ai lancé du coup le create. Voilà. La lambda a été updatée et je fais test. Et là, il lance l'exécution de lambda. Voilà. La lambda s'est exécutée, je peux voir les détails. Très bien. Et il m'a donné l'ID des deux instances. Vous avez vu ici. Et il me donne les différentes caractéristiques que j'ai là. La lambda n'est pas faite pour s'exécuter à vitam aeternam. Attention, mesdames et messieurs. La lambda est faite pour s'exécuter pendant un certain temps. Et je vous dis que le maximum, je crois que ça va être 5 minutes. Voilà. Il est utilisé 98 mégas. Voilà. Et il est exécuté en ce nombre de temps-ci. Très bien. Donc, maintenant, j'ai fait ce premier test ici. Imaginons maintenant si je veux lister plutôt mes S3. Donc, je vais coller un autre code qui est celui des S3. Donc là, je me connecte toujours à la console. Ici, au lieu de mettre EC2, je vais mettre S3. Voilà. Je vais donc tenter de lister mes S3. Donc, je vais save et je vais tester. Voilà. Et, tac, 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 qu'est-ce qu'il va me dire? Vous avez vu l'erreur? Access deny. Tout simplement parce que le rôle que j'ai donné, ou alors la police que j'ai donnée à mon rôle, ne lui permet pas d'avoir accès à ce service-là. Maintenant, si je repars sur IAM, je repars dans mon rôle, je vais dans la partie policy, je dis attach policy. Voilà, je cherche S3. Ma zone S3 full access, j'attache la policy. Voilà. Et je relance du coup le test.
Tac, bien sûr, qui rafraîchisse et qui relance, comme ça se doit. Alors, au niveau des buckets, il me dit, le bucket n'a pas l'ID, n'a pas, comment est-ce qu'on appelle ça, n'a pas l'attribut ID. Ah oui, je crois que c'est le name, pardon. Ouh. Je crois que c'est plutôt bucket.name. Ouais, bucket.name. Et parce qu'en fait, où est-ce qu'on regarde tout ça? C'est tout simplement en regardant en fait ce qu'il y a de disponible ici en fait en termes d'objets. Donc si je cherche par exemple le bucket, normalement c'est B, 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 B. Où est-ce qu'il le balance ce bucket là? Bucket. Ah non, là je suis sur EC2, pardon. Là j'étais sur EC2. Il faut que j'aille en fait sur S3. Mais effectivement, il faut que j'aille sur l'objet S3 en fait. Mais là, vous pouvez voir que l'objet S3 a la partie bucket name. Donc, c'est en fait ici qui vous dit plus ou moins les différents attributs de vos objets en fait, quand vous les récupérez. Donc, je vais tenter name pour voir. Voilà. Du coup, il m'a dit actuellement que j'ai actuellement un seul bucket. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc, si je me rends dans S3, voilà, Amazon S3, je me connecte. Vous voyez, j'ai ce bucket-ci. Et que contient ce bucket-ci d'après vous? Que contient ce bucket-là? D'après vous, que contient ce bucket? Pour ceux qui ont bien suivi la séance, je crois. Ah non, l'échange que j'avais avec William Bridge. Personne ne se rappelle. Alors, à partir du nom de ce S3, en fait, vous comprenez qu'il contient un template. Et ce que j'avais dit à William Bridge, c'était que dès que vous mettez un template, du coup, à partir de votre machine, quand vous l'uploadez, Amazon copie, du coup, ce template dans un S3. Et c'est comme ça qu'il l'appelle, du coup, si vous vous en rappelez. Et les deux instances qui étaient listées tout à l'heure, c'était celle-ci. Voilà pour la petite démonstration concernant les lambda. Les développeurs les utilisent beaucoup parce que ça permet d'optimiser en fait leur processus de consommation des ressources et améliorer également leur processus. Alors, ça apporte aussi beaucoup de scalabilité. Quand on parle de découpler effectivement une application, en fait, c'est aussi via ces lambda-là. Oui, je suis sur Educate. Yes, sur Educate, sur Educate, je m'arrange à avoir toujours les lambda disponibles en termes de service. Yes. On est good. Yes. Du coup, est-ce que vous avez bien compris le mécanisme? Je ne souhaite pas rentrer dans beaucoup plus de détails que ça, hein, parce que ça deviendrait du dev et tout. Donc, voilà. C'est pas ça le but. C'est que vous compreniez à quoi ça sert. Et maintenant, pour ceux qui sont dev, ils pourront s'amuser avec. On peut mettre, par exemple, des événements qui disent que dès qu'une VM est modifiée, dès qu'une VM il y a plein d'événements, il y a plein de triggers que vous pouvez créer, en fait. Vous avez plein de types de triggers. Vous voyez, vous pouvez mettre un trigger qui discute avec Alexia. Donc, dès que, par exemple, Alexia reçoit un message particulier, on peut lancer le lambda. Lorsque CloudWatch se rend compte de quelque chose, ou alors quand Code Commit, qui est l'équivalent de GitHub, mais plutôt sur AWS, dès qu'un code est mis à jour, il est capable de récupérer cet événement-là. Dès que quelque chose se passe sur un S3, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le service de notification SNS ou SQS, dans le service de queuing, donc vous avez plein d'événements qui peuvent être triggers comme ça. C'est vraiment très intéressant. Vous avez même Symantec, donc ils ont même des choses qui permettent de faire du trigger sur Symantec. Donc si par exemple un virus est détecté, voilà. Je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, très bien. Donc, ce n'est pas des questions, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez bien compris ce qu'on a fait. À partir de demain, on commence la préparation à la certification Kubernetes. Donc, dès ce soir, je vais vous donner accès déjà à la partie CKA. Et comme je dis, chacun avance à son rythme, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et à chaque fois que vous avez une question, je suis disponible dans le chat.
chacun avance à son rythme. Donc, ne soyez pas frustré par ceux qui vont déjà passer les certifs et tout. Non, avancez à votre rythme. Donc, ce soir, je vous donne accès. Et ceux qui n'auront pas accès, déjà dès demain, vous pouvez m'écrire pour me dire que voilà, je n'ai pas accès à telle matière, à telle matière. Voilà. Yes, effectivement, courage à eux, Samy, et tu pourras les conseiller s'ils ont des difficultés. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. C'est toujours un plaisir comme d'habitude. Et on souhaite également un bon début à Samy dans sa nouvelle mission un peu loin de nous. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.